Bonjour à toutes, à tous, et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle édition de la Journée internationale des villes éducatrices. Vous pouvez suivre cette réunion en français, portugais, anglais, espagnol et portugais. Vous pouvez choisir l'interprétation en cliquant sur le globe sur la barre inférieure de votre écran. Comme tous les ans, on choisit un sujet pour pouvoir organiser cette journée internationale. Cette année-ci, c'est la culture, source de création et d'apprentissage qui a été choisie par l'Assemblée générale. Je voulais vous dire que normalement, cette réunion aurait dû être présidée par M. Béjaré, conseiller municipal de la ville de Barcelone, qui malheureusement ne peut pas être présent aujourd'hui. Il a dû subir une intervention chirurgicale et c'est la raison pour laquelle nous allons entendre une vidéo de bienvenue et je saisis l'occasion pour vous souhaiter et lui souhaiter, pardon, un prompt rétablissement. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue en qualité de président délégué de la ville de Barcelone et membre de l'Association internationale des villes éducatrices. C'est un plaisir de vous recevoir. Et cela fait, qui forme déjà partie de 500 villes en 35 pays. Le 30 novembre, nous commémorons la proclamation de la Charte des villes éducatrices qui a été créée en 1990. C'est le premier congrès international des villes éducatrices afin d'intégrer les gouvernements locaux et tout le monde engagé dans l'éducation comme faisant partie d'un outil de transformation sociale et de promotion d'échange d'idées, de réflexion et de bonnes pratiques. La ville éducatrice a comme objectif lancer la réflexion sur l'impact et l'importance de l'éducation de forme intégrale comme engagement ferme des mairies pour centrer cette éducation comme génératrice de la convivialité et de la cohésion sociale et faire participer les agences sociales dans la composition et le développement des villes éducatrices pour assurer une meilleure vie à ses habitants. Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la ville éducatrice sous le thème Culture, source de création et d'apprentissage. La culture est un élément de développement personnel, social et économique des villes et des communautés et lance l'identité et renforce le sentiment d'appartenance. Et également, il mentionnait ici l'inclusion sociale et le renforcement des capacités. C'est la raison pour laquelle nous célébrons cette journée de façon dynamique et participative pour engager le dialogue et donner les possibilités artistiques à dans le cadre de nouveaux apprentissages. Nous espérons que cette journée sera célébrée dans différentes municipalités avec succès. Le droit à l'éducation et la culture sont des espaces nécessaires et des opportunités que nous devons saisir afin d'échanger des expériences et nous féliciter des progrès réalisés dans le cadre de l'éducation, les villes qui nous sommes ouvertes et nous offrent des opportunités à tous et à toutes. Merci, Louise. Merci pour ces aimables paroles. Les droits des personnes, la dignité des personnes, le droit à l'éducation et à participer à la vie culturelle sont des éléments importants que tu viens de citer. Mais pour cela, il faut que l'éducation et la culture sont deux domaines d'intérêt public. Les villes consacrent des efforts considérables et ce qui est important également, c'est la mise en œuvre d'éléments culturels et éducatifs qui sont réalisés grâce à des mécanismes au sein des municipalités.
afin de montrer que nous, les gouvernements et municipalités locales, sommes en mesure de le faire. Nous avons invité le docteur Nicolas Barbieri, qui va nous présenter un rapport sur l'équité ainsi que les villes de Katowice, São Paulo, qui nous présenteront un certain nombre de politiques et d'initiatives, ainsi que la ville de Montevideo. Le docteur Nicolas Barbieri nous représente la Catalogne, la région de Catalogne. Il a un master sur les questions culturelles et il se centre surtout sur les politiques culturelles. Il a fait un certain nombre de publications dans le passé et il est également membre d'un cercle de Barcelone. Nicolas, vous avez la parole. Y para el resto de los participantes, nada, decir que mientras se estén llevando a cabo estas intervenciones, a través après la présentation, vous pourrez poser des questions aux rapporteurs ainsi qu'aux représentants des trois villes. Nicolas, tu es le premier, je te donne la parole. Merci, j'aimerais te remercier de me donner la possibilité de m'exprimer devant vous. Merci de m'avoir invité, moi. Merci à tous ceux qui ont organisé cette session. Merci à tous ceux qui participent. C'est justement cela que je voulais évoquer ici. Montrer à quel point la culture est non seulement source d'apprentissage et d'équité, mais elle est importante pour redresser des inégalités. C'est ce que je voulais montrer un peu, comment l'ancrer dans une vision de la ville. C'est l'idée générale qui sous-tend et que je vais évoquer dans ma présentation. Ce que j'aimerais faire, j'aimerais commencer ici par une image, un dessin de Quino, le père de Mafalda, que vous connaissez sûrement, qui montre les choses très clairement. Lorsque nous parlons de culture, eh bien, ceci nous donne la possibilité de voir la transformation sociale dans son ensemble. Et je crois que cette image explique bien mieux que ce que moi j'aurais voulu dire en 30 minutes. Je voulais simplement lancer mon intervention avec ce dessin et la compléter avec un autre message et qui sera central dans ma présentation, c'est qui vous montre que tant au niveau de l'éducation, de la culture et tout particulièrement la relation qu'il y a entre culture et l'éducation, c'est de savoir comment donner forme et renforcer la diversité. Quino ne nous parle pas d'homogénéisation ici, parce que nous prenons son dessin. Non, c'est la diversité qu'il essaye d'évoquer. Et c'est un autre élément que je vais évoquer dans ma présentation. Je voulais vous présenter ces dessins afin d'illustrer mes paroles. Et comme je l'ai dit, un dessin parfois dit bien plus que de longues paroles, de longs discours. Je vais essayer de donner une rigueur scientifique universitaire à mes propos. Je crois qu'en fait, que l'expérience que j'aimerais partager avec vous, c'est de voir comment, grâce à des statistiques et des données, arriver à des résultats interprétables et que l'on peut également répliquer dans d'autres villes. Je crois que ceci nous permet de parler d'un phénomène comme celui de l'inégalité et voir comment développer la situation. Ville de Barcelone, observatoire de Barcelone m'ont servi de base à mes travaux.
Et si nous parlons du droit de participer à la vie culturelle d'une ville, disons que c'est un droit humain, nous parlons en fait du droit à participer à la vie culturelle, non pas à la culture en tant que temps, mais la vie culturelle. Et c'est un droit, certes, qui est clairement s'exprime en 4 dimensions. D'abord, l'accès à la culture, qui est important, mais il y en a 3 autres à savoir, et parfois on les oublie. C'est la pratique directe, l'expression et la formation, l'éducation de la langue, des pratiques culturelles, qui est essentielle. C'est la deuxième dimension du droit à participer à la vie culturelle. Et puis la vie communautaire culturelle. C'est le troisième pilier et la troisième dimension, c'est un élément clé pour pouvoir redresser les inégalités. Le quatrième, c'est la gouvernance. Gouvernance, c'est-à-dire les droits culturels font partie de la prise de décision, savoir où nous allons, comment développer la culture, la politique culturelle et éducative d'une ville. Mais il faut faire attention, c'est de ne pas reproduire les hiérarchies, les inégalités. Il y a une culture, en fait, qui est légitime aux yeux de ces institutions et qui fait partie essentielle de notre culture, mais elle n'est pas reconnue, elle n'est pas nommée en tant que telle, mais elle fait partie de notre vie culturelle. Et voilà une autre mission, c'est de mettre en exergue, et que je vais essayer de mettre en exergue dans ma présentation. Et je dis également, ce qui est important, nous devons non seulement nous concentrer sur ce que nous faisons, mais également sur les besoins des communautés, des personnes. Je vais progresser et passer au point suivant et vous présenter quelques statistiques. Dans une ville, vous avez des quartiers, vous avez des espaces territoriaux qui conditionnent notre vie et qui regroupent des facteurs qui peuvent mener à l'exclusion, comme par exemple les revenus ou la possibilité d'avoir accès à un certain niveau de culture. Prenons ici la participation normale à des événements culturels légitimes. Donc, aller voir une exposition, aller au cinéma, etc. La différence entre les quartiers dans une ville, quelle que soit la ville, bon, on a ici Barcelone, mais ça pourrait être une autre ville également, et le niveau d'éducation d'une personne, eh bien, ce sont des éléments qui expliquent plus ou moins les possibilités qu'ont ces personnes d'exercer leur droit à la culture ou d'avoir une expérience en matière de formation culturelle. Mais il existe encore une autre dimension, la dimension de diversité. Si le quartier est l'endroit où l'on regroupe l'inégalité, mais on peut également développer la vie culturelle à l'extérieur du quartier, à l'extérieur de ce que nous considérons comme étant l'accès légitime à la culture. Et c'est la raison pour laquelle parfois nous nous tournons vers d'autres activités à l'extérieur de la ville, la nature, autres activités communautaires, événements historiques, ou attirés par des amis et des membres de la famille. Et à ce moment-là, nous voyons que le pourcentage de personnes qui peuvent réaliser ces activités augmente fortement et ces inégalités sont en fait redressées. 2 enquêtes ont été réalisées en 2000 et 2022 et vous voyez à quel point vous avez une forte augmentation de la vie culturelle entre 2019 et 2022. C'est une activité culturelle que nous devons considérer comme étant un droit
directement lié également à la vie éducative et aux ressources disponibles. Et comme je vous l'ai dit, cette vie culturelle, très souvent, se traduit non seulement par des activités, mais également des institutions, des espaces ou des endroits qui ne sont pas toujours reconnus comme étant d'origine culturelle. Une des questions de l'enquête, c'est de savoir quels sont les espaces culturels les plus importants pour la vie d'un quartier. Nous l'avons vu en 2019 et en 2022, c'est que oui, donc nous avons l'espace classique, la bibliothèque, le cinéma, etc. Mais il y a d'autres espaces de vie culturelle qui ne sont pas toujours officiels, comme par exemple un parc, une plage, ou les équipements éducatifs et sportifs qui en fait sont des espaces reconnus comme étant essentiels pour la vie culturelle et qui offrent des possibilités. J'aurais voulu m'arrêter sur d'autres éléments importants, selon moi, pour évoquer le déséquilibre. Nous avons par exemple, entre autres, la différence entre hommes et femmes. Et lorsque ces différences, reprenons le dessin de Kino, lorsque la différence se transforme en inégalité, lorsque l'origine d'une personne qui vit non seulement à Barcelone, mais dans d'autres villes du monde d'ailleurs, mais l'idée de genre qui prend des formes de plus en plus diverses ces derniers temps, si elle est à la base ou une condition sine qua non pour définir le droit et la participation culturelle. Certes, il y a eu la pandémie, mais il y a eu donc la fermeture des centres culturels et des institutions éducatives, etc. Donc, lorsque l'on pose la question de savoir est-ce que la fermeture des bibliothèques, des centres civiques ou des centres de culte a eu un impact sur vous, eh bien, vous voyez que l'impact est beaucoup plus important pour les femmes comparé aux hommes. Donc, chaque fois que l'on ferme un endroit où une personne pouvait se rendre, et si l'on fait une évaluation, on a impact important, 9 ou 10 sur une échelle de 10. Et l'impact est beaucoup plus important pour les personnes qui ont une origine issue de la migration, Amérique latine ou Europe de l'Est ou de l'Asie, plus que pour des personnes qui sont nées en Espagne, en Catalogne, ou même un membre de l'Union européenne. Donc, vous voyez à quel point la fermeture, par exemple, les bibliothèques ou d'un centre sportif, a eu un impact beaucoup plus important sur les personnes d'origine autre que. Et c'est la raison pour laquelle nous devons réfléchir, lancer la réflexion pour savoir quelle est à quoi sont dues ces inégalités, comment peut-on y répondre? Sur base des statistiques que je vous ai présentées, on parle en fait les facteurs, nous avons appelé l'enquête départ, à savoir droit de participer à la vie culturelle. Nous avons essayé de savoir pourquoi, s'il y a des inégalités au niveau de participer aux activités, on peut résumer en disant que le code postal est plus important que le code génétique. Et ceci pour nos droits culturels, droit à l'éducation, à la participation culturelle, eh bien, le code postal est plus important que le code génétique. Ce sont des facteurs multiples, non seulement lorsqu'on vit dans un quartier donné, mais il y a également l'environnement familial, le milieu familial qui est important. Comment
peuvent intervenir les politiques culturelles pour essayer de mettre au regard le système culturel et le système éducatif, parce qu'en fait, ce sont des systèmes de politique publique qui sont très proches l'un de l'autre et qui nous indiquent en fait directement quelles sont leurs propres limites. Eh bien, les réponses. Souvent, on ne reconnaît pas la diversité des différentes formes de participation. Comme je l'ai dit, par exemple, comment apprendre la musique. On peut prendre une méthodologie individuelle, une méthodologie communautaire. Est-ce que si nous estimons que l'une est meilleure que l'autre, nous devons néanmoins reconnaître ces diversités de formes de formation? Qu'en est-il de ces politiques culturelles? Eh bien, elles donnent la responsabilité des inégalités davantage responsabilité aux personnes qu'aux institutions. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas la possibilité de prendre leurs propres décisions. Et donc, on culpabilise et on stigmatise les personnes et non pas les institutions qui sont en fait celles qui ont créé, qui ont généré cette base de l'inégalité. Et puis, un autre point qui pour moi est extrêmement important, c'est lorsque les politiques culturelles en matière d'éducation confondent l'équité et l'homogénéité. On ne peut pas estimer que la culture dans une ville, ça doit être la même culture pour tous. Nous voyons la culture au niveau mondial, régional ou du quartier. C'est une erreur d'estimer que tout est la même chose parce qu'en fait, ceci homogénéise la situation et nous avons une reproduction de cette vision en fait, et qui se traduit par la ségrégation. Chacun sa propre culture, mais de façon séparée. Donc, on se retrouve séparés et non pas inclus dans cette diversité. Bien qu'il y ait une bonne intention à la base, car la culture non seulement fait partie du paysage, mais crée la ségrégation également. Et ce n'est qu'ainsi que nous saurons, en nous rendant compte de tous ces éléments, qu'il nous sera possible de développer des politiques qui permettent de mettre fin à cette vision. Une lueur d'espoir, si vous voulez, à la fin de mon intervention pour que nous ne restions pas de façon noire, à broyer du noir. J'aurais voulu dire que certaines politiques intéressantes et qui feraient bien d'être étudiées, c'est l'espoir. Pas nécessairement optimiste, mais simplement des politiques génératrices d'espoir. Il y a des politiques culturelles, et je reviendrai sur ce point, qui placent la culture non pas comme un antidote. Ce que l'on dit assez souvent, c'est surtout à la lumière des progrès réalisés par l'extrême droite. Non, la culture, de notre point de vue, est plutôt un arrêt et ouvre des espaces de liberté, de réflexion, mais des espaces où se reproduisent des éléments d'inégalité. Il existe des politiques qui essayent de mettre en exergue que la vie culturelle, c'est quoi? En fait, ce sont des espaces et des moments dans lesquels nous pouvons être confrontés et négocier la différence entre des personnes qui ont le droit d'être différentes. Parce qu'il n'est pas nécessaire de rencontrer toujours des personnes du même quartier, du même niveau social,
Nous sommes donc différents et je crois qu'il est important de reconnaître cela dans la politique en reconnaissant les besoins et les possibilités culturelles et en faisant la promotion des droits culturels comme étant une responsabilité culturelle et collective. Celui qui a plus de pouvoir aura plus de responsabilités, certes, mais un système qui peut défendre l'équité de la vie culturelle, eh bien, ce n'est pas l'apanage uniquement des grandes institutions culturelles ou des grands mouvements politiques et citoyens. Non, cela relève de l'équité. Et je crois que nous devons voir dans quelles conditions, que ce soit des conditions sociales, juridiques ou économiques, quelles sont les conditions qui doivent être modifiées pour que l'on puisse arriver à un bon résultat. Cela implique un système éducatif, les politiques économiques, sociales, de santé, et bien sûr, si cela est difficile de travailler le système culturel et éducatif ensemble, il sera difficile de nous coordonner avec d'autres domaines d'intervention dans une ville. Mais cela est absolument essentiel. Alors, il me semble que nous devons être très critiques avec nous-mêmes dans le secteur culturel. Maintenant, je suis entourée de beaucoup de gens qui travaillent dans le champ éducatif, social et d'autres qui sont liés. Et donc, être critique est absolument fondamental pour comprendre que les droits culturels sont profondément liés avec la démocratie et que la culture ou la vie culturelle est seulement une petite pièce des droits humains et sociaux. Et pourtant, il me semble que cela est fondamental de non seulement nous regarder le nombril. Alors, quand nous avançons dans les droits culturels vers la démocratie et quand la démocratie avance, les droits culturels avancent également. Alors, il est fondamental de continuer de travailler en coordination et en étant critique de nous-mêmes, absolument. Nous vivons, nous travaillons, nous promouvons la recherche et le développement de politiques dans ce sens. Alors, je voulais terminer avec une brève anecdote, et c'est la dernière chose. C'est l'histoire qui a à voir avec qu'est-ce qui est arrivé avec cet écrivain, Carl Vonnegut, en 2006. En 2006, à New York, une professeure d'un centre de seconde a proposé un enjeu à ses étudiants. Écrivez une lettre à votre écrivain favori pour lui demander de venir faire une présentation dans votre école. Beaucoup de lettres furent envoyées, mais seulement une reçut une réponse, celle de Carl Vonnegut. En ce moment, Carl Vonnegut avait 84 ans et selon ses propres mots, il ressemblait à un iguane. Ok, un iguane. C'est pour cela que, au lieu de faire sa présentation aux étudiants, l'écrivain Vonnegut a décidé d'envoyer une lettre, d'écrire et envoyer une lettre à ses étudiants. Cette lettre est la suivante. Ce n'est pas moi qui va la lire. Vous pouvez la regarder aussi, mais je vais partager une petite vidéo d'un acteur très jeune qui commence à peine et lui-même va lire la lettre. Et je vais clôturer avec cela. En novembre 2005, voici la lettre. Chères mesdames Lockwood, Perrin, Batten, Morer et Conjus, je me remercie pour vos lettres amicales. Vous savez comment remonter le moral d'un vieux schnock au crépuscule de sa vie. Je ne fais plus l'apparition publique car je ne ressemble plus qu'à un iguane. Ce que j'avais à vous dire ne va pas être long, à savoir. S'il vous plaît, pratiquez n'importe quel art, n'importe quelle musique, chant, danse, théâtre, dessin, peinture, sculpture, poésie,
fiction, nouvelles, essais, reportages. Pratiquez le bien ou mal, non pas pour obtenir de l'argent, mais pour expérimenter le devenir, pour découvrir ce qu'il y a en vous et pour faire grandir votre âme. Je le dis sérieusement, à partir de maintenant, faites de l'art, faites-le pour le reste de votre vie. Dessinez quelque chose de drôle ou de gentil, par exemple un dessin de Madame Lockwood. Dansez à la maison après l'école, chantez sous la douche, et ainsi de suite. Faites une grimace dans votre purée de pommes de terre. Faites semblant d'être le comte Dracula. Voici un devoir pour ce soir, et j'espère que Madame Lockwood vous recalera si vous ne le faites pas. Écrivez un poème de 6 lignes, sur n'importe quoi, mais rimez, d'accord? Il n'y a pas... Voilà, ça ne doit pas être si facile, alors faites-le aussi bien que possible. Ne dites à personne ce que vous faites. Ne le recitez à personne, pas même à votre petite amie, vos parents ou à Madame Lockwood. D'accord? Ensuite, déchirez-le en petits morceaux, jetez-les dans les poubelles largement séparées. Vous constaterez que vous avez déjà été glorieusement récompensé pour votre poème. Vous avez fait l'expérience du devenir, vous avez appris sur ce qui est en vous et vous avez fait grandir votre âme. Que Dieu vous bénisse à tous. Kurt Vonnegut. Très bien. J'ai commencé avec Kino, j'ai terminé avec Vonnegut cette présentation et j'espère que cela vous ait plu et j'espère que nous aurons ensuite une discussion très enrichissante. Merci beaucoup de nouveau pour votre invitation. Merci beaucoup, Nicolas. Nicolas, realmente, bueno, con tu conferencia. Tu nous as fait grandir avec ta présentation. Tu nous fais être, tu nous transmets la culture, tout ce bagage de la culture, tout ce qu'elle peut contribuer dans notre croissance comme communauté et individu. Alors, j'ai noté quelques-unes de tes phrases. L'équité est une responsabilité collective, par exemple. Les gouvernements locaux ont beaucoup à dire et à faire dans ce domaine. Et franchement, les villes éducatrices remercient ton intervention. Car si nous regardons la charte, cela est clair dans le principe numéro 6. Pour les bonnes décisions, nous avons besoin d'une bonne connaissance sur le territoire. Cet exemple que tu as apporté, l'analyse de la ville pour comprendre ce qu'elle offre culturellement, pour que ses citoyens puissent profiter vraiment de sa citoyenneté. Et cela est aussi lié au principe numéro 4. Nous sommes complètement engagés pour l'accès à la culture. Pour que tous puissent avoir l'accès à la culture. Merci beaucoup et nous passons maintenant à un dialogue avec nos invités, nos chers invités. Ce dialogue va nous aider à voir que ce que tu proposes se passe déjà dans beaucoup de territoires. C'est pour cela que nous avons 3 bonnes pratiques ici. Nous avons Katowice, Montevideo et Sao Paulo, 3 différentes villes très lointaines, mais elles sont assez proches dans cet engagement des villes éducatrices. Nous devons choisir un ordre. Alors, nous allons choisir par ordre alphabétique. Donc, nous commençons par Katowice, en Pologne. Nous avons un représentant de cette ville. Nous avons avec nous Łukasz Kalebasiak. Je vais vous le présenter brièvement et vous verrez qu'il a toujours été lié à la culture. Et même maintenant, je suis sûre qu'il va partager maintes choses intéressantes avec nous. Depuis 2012, il est directeur de la communication à l'institution culturelle de la ville de Katowice. Il est aussi son directeur adjoint depuis 2021.
Il a participé comme membre de l'équipe responsable de l'accès réussi de Katowice au réseau des villes créatives de l'UNESCO en 2015 en tant qu'en première ville polonaise de la musique. Il a également participé à l'organisation de, par exemple, Wimex en 2017. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est l'une des réunions les plus importantes à niveau global de la musique. Il a aussi participé à la réunion annuelle du réseau des villes créatives de l'UNESCO en 2018. Il a commencé sa carrière en tant que journaliste culturel pour l'influent journal de Katowice. Il a aussi dirigé la section culturelle de ce journal entre 2006 et 2011. Il est l'auteur de beaucoup de critiques et d'éditoriaux consacrés aux arts visuels, à la musique et au théâtre. Et il a aussi été publié dans plusieurs livres et monographies. Il a aussi travaillé dans la radio polonaise entre 2008 et 2015, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'assez complet et nous lui octroyons la parole pour qu'il fasse sa présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi pour ceux qui sont de l'autre côté de la planète. Merci pour l'invitation et pour cette gentille présentation. Nous allons présenter l'un de nos projets ici à Katowice, en Pologne. Quelques antécédents. Nous avons une ville post-industrielle. Jusque 1989, l'économie de cette ville était basée sur l'industrie lourde en général. Surtout l'extraction du charbon. Nous sommes très fiers de cette tradition industrielle et nous avons notre propre orchestre. Quelques centaines ou milliers de personnes participent dans ce genre d'événements musicaux. Cela signifie que nous avons des centaines de familles et d'autres personnes qui ont un contact avec la musique. C'est une partie très importante de notre patrimoine musical. Et comme vous savez, depuis 2015, nous sommes membres fiers du réseau de villes créatives de l'UNESCO. C'est pour ça que nous croyons fortement que la musique est un outil essentiel pour le changement social. Cela améliore la qualité de vie des personnes et cela aide à développer la partie intérieure des gens et aussi son côté social. Alors, nous avons une université du peuple ici à Katowice, une université d'orchestre. Nous avons beaucoup de participants espagnols, de fait. Et ce projet a aussi été inspiré de part de nos partenaires de la ville, d'une des villes ici à Catalogne. Nous avons aussi reçu de l'aide de part de l'Union européenne. Nous avons commencé ce projet en 2020. Nous avons déjà 3 éditions. La 3e édition se fait maintenant. Alors, qu'est-ce que cette université? D'abord, nous avons 3 piliers essentiels dans cette université. Le plus important se développe en école primaire de Katowice. Nous avons commencé en 2 écoles et maintenant nous augmentons cela à 4 écoles primaires dans la ville. Nous avons choisi quelques quartiers qui sont soi-disant des quartiers vulnérables, car l'aspect social de ce projet est absolument crucial, il est essentiel pour nous. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur cela. Et maintenant,
nous développons les schémas d'apprentissage de ces écoles. Alors, de la 2e à la 5e année, c'est-à-dire les enfants qui ont 7 ans jusqu'aux enfants qui ont 11 ans. Nous introduisons quelques instruments musicaux en classe, la trompette et le cajon. Comme vous pouvez imaginer, ce n'est pas seulement sur l'apprentissage, apprendre vraiment à jouer un instrument. Nous ne cherchons pas des virtuosos. Simplement, nous voulons donner à ces enfants une opportunité de connaître, d'intégrer et apprendre comment coopérer et aussi réduire les tensions en groupe. Car, enfin, les tensions sont très communes entre adolescents et même entre les enfants. Surtout, aujourd'hui, il y a un aspect essentiel d'intégration. Nous arrivons à intégrer les enfants étrangers et aussi Katowice est une ville de beaucoup d'immigrants et de beaucoup de réfugiés. Ils ont choisi Katowice comme leur ville d'hébergement. Il y a beaucoup d'enfants provenant d'Ukraine dans nos écoles, surtout en école primaire. Alors, voici quelques procès. Ici, les leçons, le son de cajon et le son de trompette, qui sont très populaires d'entre les enfants. Et maintenant, nous comptons avec beaucoup d'élèves, 2500 élèves, qui participent dans ce projet depuis déjà presque 4 ans. OK, et ce projet est aussi très important, de trompette et de caisson. C'est très important dans l'éducation générale polonaise, car il y a beaucoup d'oubli du côté musical, malheureusement. Normalement, il n'y a presque pas de cours de musique. Cela est très rare dans les écoles polonaises. Cela passe à la trappe. Alors, grâce à ces leçons, nous donnons une opportunité incroyable d'avoir un contact direct avec la musique. Je rappelle les mots de Kurt Vonnegut que nous a rappelé Monsieur Barbieri. Cela crée de l'art, que ce soit du bon art ou de l'art assez mauvais, peu importe, mais cela est essentiel pour nos participants si jeunes et nos citoyens si jeunes. Nous invitons aussi les parents d'élèves pour des workshops en séparés avec les mêmes instruments, la trompette et le caisson. Nous avons des leçons pour des adultes dans nos écoles. Cela est la deuxième partie de cette université d'orchestre à Katowice. Nous avons aussi un troisième pilier. Ce sont les workshops pour adultes, pour ceux qui n'ont jamais joué aucun instrument de leur vie, qui n'ont jamais porté un instrument dans leurs mains. Et maintenant, ils apprennent comment jouer la trompette ou le caisson. Bien sûr, ils commencent, ce sont des amateurs. Ceci est la première partie de notre université. Bien sûr, nous avons une grande tradition, un grand patrimoine, ce qui nous donne une opportunité incroyable d'organiser des concerts professionnels. Alors, nous organisons des orchestres de cuivre dans des écoles et cela nous donne l'opportunité d'entrer en contact avec des musiciens professionnels, qui sont aussi les ambassadeurs de notre projet. Alors, bien sûr, maintenant, nous renforçons cette tradition d'orchestre. Nous octroyons des habiletés aux enfants dans nos écoles. Nous organisons aussi des workshops pendant l'été. Nous invitons les enfants à essayer de jouer avec nous, les enfants qui jouent dans la cour de récréation. Et alors, voici
ce qui arrive à la fin de chaque année dans notre université. Nous réunissons nos jeunes élèves et aussi les élèves un peu plus âgés pour organiser un énorme concert dans les jardins. Alors, nous les unissons aussi aux musiciens professionnels pour faire un spectacle devant toute leur famille, leurs parents, et comme ça, ils peuvent présenter leur succès et tout ce qu'ils ont atteint, leurs résultats. Et voilà, je voulais vous montrer l'exemple de ce qui arrive pendant le concert final. Nous avons la performance. Voici des photos de l'année dernière. Voici des petites filles accompagnées de musiciens très célèbres de Katowice. Je vais vous montrer une petite vidéo de 50 secondes de notre concert. Comme vous pouvez voir, les enfants recevaient une leçon hebdomadaire, mais ils ont quand même fait un concert professionnel. Alors, si vous voyagez à Katowice dans les prochaines 2 semaines, vous êtes invité au prochain concert, le 14 décembre, d'ici 2 semaines. Merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Lucas, pour nous montrer, être témoin de la vitalité musicale de la ville de Katowice. Nous sommes certains et convaincus que ces opportunités données à ces filles et garçons auront amélioré leur qualité de vie et auront produit des changements sociaux très importants. Toutes ces opportunités de pouvoir montrer cette performance, ce progrès et pouvoir aussi coexister avec d'autres générations sont des expériences qui porteront avec eux au long de toute leur vie. Et il y aura un grand impact dans leur vécu comme personne. Alors franchement, j'imagine que tu ne te sens pas du tout indifférent. Alors merci beaucoup pour ta contribution. Alors nous passons maintenant, nous donnons la parole à notre invité de la ville de Montevideo. Avant, nous avions quelqu'un qui a écrit, fait des reportages sur les cultures. Maintenant, nous passons à Monsieur Alberto Rivero. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Il est comédien, metteur en scène, professeur, dramaturge, murguiste. Il est diplômé de l'Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu depuis l'année de 95. Il a suivi des études artistiques de 3e cycle à l'école de cinéma de l'Uruguay. Il a aussi suivi des formations complémentaires au Conservatoire supérieur d'art dramatique de Paris comme professeur de théâtre et au Centre théâtre de l'Opprimé de Paris aussi, à l'École nationale de cirque Fratellini de la même ville et au Théâtre du Soleil. Il a été coordinateur du programme des arts du spectacle et responsable de la direction de la culture du ministère de l'Éducation et de la Culture entre 2006 et 2008.
Aujourd'hui, cela s'appelle Institut national des arts du spectacle. Il a aussi été directeur artistique de l'école pluridisciplinaire d'art dramatique et il enseigne la pratique professionnelle et l'approche par atelier de la mise en scène de l'école d'art dramatique. Alberto, tu as la parole. Tu pourras nous présenter quelques-uns des projets de la ville de Montevideo. En particulier, le programme Esquinas de la culture, au coin de la culture. Bonjour à toutes et à tous, bon après-midi, selon où vous soyez placés. Alors, pour le secrétariat, cela est vraiment un honneur de recevoir cette invitation pour pouvoir partager l'expérience du secrétariat et tout le travail que nous avons développé. Est-ce que vous pourriez mettre la présentation, s'il vous plaît? D'accord. Nous l'appelons le carnet de bord sensible, ce qui est une partie du projet qui présente les ateliers dans un musée très célèbre de la ville de Montevideo. Nous parlons de la culture hégémonique de la ville. Cela est lié à 12 ateliers avec 200 personnes qui y participent et nous montrons les œuvres d'art dans cet espace. Donc, ces personnes développent leur atelier dans le territoire. Je suis désolée, mais il semble que la présentation ne passe pas de diapo. Voilà, maintenant je pense que ça fonctionne. Alors, comment appelons-nous cet atelier, cet espace? Il est central pour pouvoir développer, analyser le travail du secrétariat de la culture et notre programme. J'aime bien le concept de ville éducatrice. J'ai beaucoup aimé l'idée aussi de ville utopique. Comment développer la ville utopique? C'est une ville poussée vers l'avenir. Nicolas parlait du côté politique, c'est-à-dire comment travailler contre l'inégalité, lutter contre l'inégalité. Et j'aimais cette idée à long terme. C'est pour cela que dans nos ateliers de coin, nous travaillons avec cette idée à long terme, l'idée du livre de bord. Comment traduisons-nous le monde intérieur de la personne? Comment traduisons-nous cela? Comment pouvons-nous le sublimer vers un projet artistique? Nous sommes convaincus que l'utopie est construite à cheval entre nous et l'autre. Alors, cette année, en 2023, nous avons développé 188 ateliers à Montevideo, aux 4 coins de Montevideo, surtout dans la banlieue. Des ateliers de cirque, d'art plastique, de musique, tambour. Il y a plein d'ateliers que vous pouvez vérifier, regarder, lire à propos d'eux sur notre site. Leur but est de sublimer les processus intérieurs et les traduire pour que ces individus qui n'ont pas un accès automatique à la culture puissent traduire leur processus intérieur en œuvre d'art extérieure. Il me semble que nous avons un problème avec les diapos. Voilà. Nous travaillons sur ce processus de décentralisation et nous faisons cela depuis la fin des années 80. Nous avons commencé à promouvoir, à développer l'idée de la décentralisation culturelle. Donc, nous travaillons en centre communautaire, sur plusieurs points du territoire et nous avons encouragé les gens à travailler avec leurs voisins. Et ensuite, nous pouvons choisir quel genre d'atelier nous développons. D'accord? Alors, nous arrivons à un point important en 2006, car là, nous avons
développer le programme Coin de la culture, Esquinas de la Cultura. Alors, nous avons commencé sur plusieurs ateliers décentralisés. Et nous avons commencé à transformer, vous pouvez le voir sur le schéma, j'essaierai d'être bref et essayer de ne pas être ennuyeux. Voilà. Donc, le secrétariat de décentralisation culturelle est formé par ces 6 parties. Nous avons le Sacude, un espace culturel, Esquinas ou coin. Nous avons Grandir aussi. Cela est un autre espace culturel. Nous l'avons lancé en 2019 et cela est aussi un projet de santé, culture et sport. Donc, nous avons beaucoup d'ateliers avec la participation de personnes qui travaillent avec des organisations sociales, le centre culturel du Prado et ici en vert clair, nous construisons le Balcón del Cerro, un centre de culture et de sport qui va être inauguré en 2024. Ce secrétariat se forme par les gesteurs territoriaux qui travaillent aux 4 coins de Montevideo. Il lie les associations de voisins avec plusieurs niveaux politiques. Par exemple, les maires, les espaces culturels et les associations de voisins. Alors, voici le premier contact avec la citoyenneté. Les coordinateurs qui ont un lien avec les spécialistes, les gesteurs, qui sont liés à plusieurs acteurs dans le territoire, le personnel d'administration et la direction politique, qui travaillent sur le territoire. Comme vous pouvez le voir, ce travail est lié aux entités culturelles avec lesquelles nous collaborons. Il y a à peu près 100 centres culturels très divers et avec les municipalités, à savoir le 3e niveau de décision politique de la ville de Montevideo. Pasamos a la próxima placa. Notre objectif, vous pouvez lire cela à l'écran, bien entendu, En la web. Approfondir la démocratie et la participation des entités et des citoyens. Nous voulons inclure dans notre travail l'élément des voisins et des voisines dans le tissu culturel. Pour nous, le citoyen, l'être humain, c'est une entité intellectuelle avec ses idées politiques, avec ses éléments essentiels qui le caractérisent, et en contact avec les secrétariats, avec l'idée de renforcement des capacités, égalité des genres, etc. Tout ceci génère en fait cette égalité qui est un de nos objectifs principaux et qui souvent est affectée par les allées et venues de la vie politique, puisque nous avons également ces contacts directement et les échanges politiques au sein du pays. Je veux vous montrer aujourd'hui quelle est la racine de nos projets. Eh bien, c'est montrer et partager. Ici, vous avez des produits présentés qui ont été créés par des enfants, par des adultes, par des personnes âgées. Nous travaillons beaucoup sur l'autoportrait, sur la perception. Ici, un petit échantillon de ce que nous faisons, comment nous nous retrouvons au sein des endroits de rencontre. Comment voyons-nous la diversité? Comment voyons-nous la différence de l'autre? Et c'est justement cela, la diversité, qui nous guide
afin que dans les ateliers, on ait cette vision de soi-même qui ressort. Les centres culturels sont importants. Pour nous, tous les secteurs, que ce soit des coopératives, des centres ou autres, tous les espaces culturels permettent le développement intérieur, extérieur entre les différents citoyens. Por eso, esa cantidad enorme de talleres. Durante cada semana, desde Depuis le mars et décembre, il y a 4000 personnes dans ces ateliers, 4000 personnes qui participent et qui échangent le monde extérieur, qui apprennent la technique, qui voient comment se développer personnellement et au niveau de leur communauté, qui montrent ce qu'elles font, qui en fait essayent de faire rencontrer. Et ces espaces sont essentiels et pour nous, il est important qu'ils restent, qu'ils gardent ce caractère particulier. Par exemple, un atelier de percussion, ce qui génère dans le quartier, c'est un attrait très important qui permet de développer d'autres éléments culturels. Vous avez ici un certain nombre de photos qui vous montrent ce que sont en fait ces espaces culturels. L'espace. Nous couvrons tout le territoire. Pendant la pandémie, lorsque nous avons dû fermer un certain nombre de centres, nous avons décidé de récupérer l'espace public comme étant un espace de vie culturelle. Nous n'avons maintenu les ateliers qu'en ligne, donc virtuels. 180 ateliers ont été réalisés virtuellement pendant la pandémie afin que les citoyens directement touchés ne perdent pas le contact, surtout en situation enfermée. Dès la fin de la pandémie, nous sommes réappropriés les espaces publics. Le premier, nous avons organisé des milongas. La première en virtuel, la deuxième sur les places de basket. Nous avons repris les places publiques afin que les gens puissent se danser et se réapproprient son territoire public, se prennent dans les bras. Entre 2020 et 2022, nous avons développé un espace de la esquina. Tous les jours, à partir du mois de février, nous avons organisé des soirées milonga afin qu'on puisse participer aux différents ateliers avec différents instruments, percussions et autres. Cette reprise de l'espace public, c'est une sorte d'étendard qui est le nôtre et qui permet justement de créer l'égalité, l'autorité et qui en fait nous sortons de notre espace privé pour rejoindre l'espace public. C'est ce que nous avons réussi et voulu faire. Merci. Alberto. Merci Alberto. Muchísimas gracias. Merci de nous avoir présenté ce projet extrêmement intéressant. Merci de nous montrer à quel point le fait de combiner la santé et la culture permet de transgresser toutes les barrières. Merci. J'ai beaucoup aimé l'idée de se réapproprier les rues, de sortir de notre zone de confort. Tu as parlé d'événements intérieurs.
de choses cosas que suceden se- luego qui peuvent se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. en una representación, Le fait de danser sur une place dans un village, je crois que, en fait, c'était très important de voir Montevideo, comment Montevideo a créé des espaces de rencontre trabajar la mirada sobre uno mismo para poder et permettant de connaître son voisin. realmente C'est une source d'inspiration, une grande source d'inspiration. Merci de nous avoir présenté cela. Et nous allons passer maintenant à Madame a la señora Roseli, Roseli Santo de Carvalho, quien nos qui presentará va nous présenter la ville de São Paulo et les projets dans lesquels les espaces de culture, de sport, d'éducation sont également des espaces qui offrent des opportunités. Roseli est coordinatrice des centres. Elle a une licence éducation physique con una especialización con posgrados elle a fait des études supérieures, arts et esthétique. Elle est à la municipalité de São Paulo. Elle est professeure, coordinatrice et fait une formation, un master en politique publique de gestion en matière d'éducation. Roseli, je vous donne la parole afin que vous nous expliquiez ce que vous avez développé. J'ai eu la possibilité de tout voir au mois d'octobre et j'ai été impressionnée par la volonté de la municipalité de São Paulo de se rapprocher, d'ouvrir les quartiers pour que les habitants puissent non seulement profiter de la culture, mais avoir une expérience sur le terrain. Vous avez la parole. Bonjour, bon après-midi ou bonne nuit. Je vais vous décrire le projet CEL. À São Paulo, nous avons des points stratégiques en faveur de la communauté vulnérable. Elle offre cultura, educação, esporte e lazer, porque ele é pensado em uma concepção de educação integral. Então, você sabe o que é o CEL? O CEL é C'est le Centre éducatif unifié onde tentamos a todo momento qui doit pouvoir offrir des activités para a comunidade escolar quanto para a aux communautés entorno. Seguinte. O CEL, ele não CEL n'est pas une école, c'est davantage. Lá no CEL, nós temos a SEI, a EMEI, a EMF e o Ciência. Mais CEL, o CEL também oferece o seguinte, a Unicel. A Unicel é a Universidade do CEL. Ela oferece a toda a comunidade cursos répond aux besoins de la communauté. Pela graduação. Está ligada ao nosso CAPES e ao nosso MEC. Que são oferecidos diversas modalidades. Tout ce que nous offrons, l'interprète s'excuse, mais la qualité du son est telle qu'il est impossible de fournir une interprétation correcte ou de qualité. Por quê? Porque a cultura, ela é super importante, porque ela conversa com os valores, com as tradições e modifica os comportamentos. On espère modifier les comportements. Dessa maneira, através da cultura, é que podemos... Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre les différents groupes. Ela é essencial como expressão artística, como inovação. Cela vient innover Também
nos faz transmitir conhecimento. Et nous avons des contacts intergénérationnels. Todos os céus têm teatros, e nos teatros apresentamos Nous avons des spectacles artistiques circenses e de todas as naturezas que venham colaborar et nous collaborons à la formation du citoyen. também. Nós privilegiamos as pessoas profissionais, os artistas profissionais, Nous avons des artistes professionnels, encorajamos os artistas. mais nous essayons d'encourager Temos também cinemas que les é uma habitants, parceria onde a comunidade pode ir assistir les, filmes, realmente sessões les cinémas où l'on peut suivre em lugares des films que não são gratuitos. E o céu são sessões de cinemas com filmes d'actualité. Dentro do céu, Nous avons également des bibliothèques. As bibliotecas oferecem, além de empréstimos, pesquisas, saraus, Où l'on peut non seulement trouver des livres, mais avoir également des groupes de communication, de discussion. quanto do território. A biblioteca é aberta Les bibliothèques sont ouvertes au public à leitura e à produção de textos. et encouragent également à l'écriture. Ah, aí agora falamos um pouco do esporte no céu. O esporte do Nous avons également des piscines piscinas para pour répondre aux besoins de la communauté. no momento de lazer. Essa piscina é Des piscines qui sont ouvertes aux communautés, mais il y a également aulas propostas por des cours de natation reconhecidos da offerts par des professionnels ou encore des cours en éducation physique. ou professor de natação que vai desenvolver junto à comunidade as primeiras contatos com o meio aquático. Il y a donc une prise de contact avec l'eau qui est offerte aux habitants, Zero, et cela pour des citoyens de 0 à 99 ans. ou seja, de 0 até a idade que a Quel que soit l'âge à laquelle une personne désire entrer en contact avec l'eau, il y a également des cours de gymnastique. quadras esportivas. As quadras são oferecidas todas as modalidades de esporte gratuitas à comunidade, fora as modalidades. La A communauté, comunidade também, ao final de semana, pode ter le week-end, dans les centres sportifs, peut profiter de l'équipement. Temos nessas quadras campeonatos e, fora isso, também oferecemos Nous offrons donc tous les types de cours de gymnastique, de lutte ou autres. Por quê? Porque existe conselho gestor onde a comunidade participa. Et en fait, ces cours de sport, nous les offrons à la demande de la communauté. E o céu vai buscar e proporcionar esta comunidade para que se tenha essa relação. Les membres de la communauté ont ainsi un contact direct avec le matériel. Mesmo nas áreas de vulnerabilidade e atendam a todos. Por quê? Porque nós somos todos. Car n'oublions pas que nous sommes tous sujets de droit. Temos também Nous avons également des espaces de loisirs. pistas de skate e nesses espaços de lazer a família fica livre para circular nesse complexo. E além de C'est un espace très agréable, très beau. Seguinte, CELP offre également une piste de skate, onde temos aulas des cours comunitárias, ensinamos as crianças e os adultos où les adultes et les enfants apprennent à faire du skate, mais des concours pour athlètes également. temos dentro do Nous céu organisons des cours de langue, que ensina diversos nous offrons des cours de da langue comunidade, grande avec un grand nombre de programmes, também a Fab Lab, que são différents laboratoires tecnologia que avec des machines transformam tudo o que o cidadão pretende qui transforment donc avec des imprimantes 3D. que nós temos como conexão a essa parte toda C'est virtual. un accès aux nouvelles technologies. Et puis nous ne devons pas oublier
les cuisines ou les cours de cuisine expérimentales, Cozinhas montadas para oferecer curso para que as pessoas façam e retornem ao afin que les personnes vire aí um empreendedor. E ele pode estar fazendo esses puissent cursos, suivre des cours divulgando o seu trabalho na de cuisine et ensuite répercuter ce qu'ils ont appris au sein de toute la communauté. Nous avons également ce qu'on appelle un télécentre ensinam todos, desde o princípio básico qui montre la façon desse ambiente virtual, como pour lidar faire fonctionner un ordinateur, com o ambiente etc. e assim ele facilita o quê? Que as pessoas não andem na contramão, que as pessoas se reconheçam Et l'intérêt de ces cours est reconnu. para atender as pessoas. Et puis la bébéteca Temos a bebeteca, um espaço pour les bébés para os bebezinhos, ele permet d'autonomiser a gente já começa desde pequeno les enfants de plus jeune âge. sujeitos de direitos têm deveres, mas vocês têm autonomia para construir o seu próprio caminho. Seguinte. Nous avons donc des activités Shows de artista por notoriedade, théâtre, teatros, aulas de música, avec activités de sport, différents instruments de musique empréstimos de quadra. et la piscine. Seguinte. Les cours organisés par CEL sont gratuits. São abertos, ninguém paga nada. C'est en profiter et ne pas payer. Seguinte. Un autre élément qu'il est important de souligner, Os céus estão de porta c'est que les centres sont ouverts tous les jours de la semaine, dias da semana, de 7 à 22 heures, sábado e domingo, samedi, dimanche, 8 à 20 heures, et les jours fériés, de 8 à 18 heures. feriados das 8 às 18. Ou seja, respeitando a especificidade. Chaque personne peut donc choisir l'horaire qui lui convient le mieux. São criados diversos ambientes de reflexão e de afin de construire ensemble vamos atender le bien-être de nos communautés. o seguinte. Nós temos agora 50 Nous avons 58 centres CEL regiões de São Paulo, dans l'agglomération de São Paulo, couvrant toutes les activités. principalmente respeitando cada território. Les centres CEL Eles trabalham em cima de 3 pilares. Da visent l'éducation intégrale, l'équité et l'inclusion, ce qui est le plus important. Aí nós temos Vous alguns pouvez ici vérifier para ter toda a semana et nous avons une note qui est publiée toutes les semaines Secretaria Municipal da Educação, portal onde aparece sur un portail. Nous publions toutes les activités pour la municipalité de São Paulo. seguinte, Et n'oubliez pas que le ciel, c'est à nous. CEL o céu é para est fait pour a tous. comunidade participar. É oportunizar essa comunidade ao crescimento. E é isso. Voilà ce que le secrétariat municipal de São Paulo voulait vous présenter et nous vous remercions Muito a cidade educadora por todos os ensinamentos. de nous avoir invités à présenter le travail que nous avons développé ensemble. Pensando no bem. Merci. Muito obrigada. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Merci Rosélie. Gracias a ti, Roseli. Ce fut un vrai plaisir de t'écouter et après avoir entendu toutes les possibilités de se développer de façon individuelle ou collective dans vos espaces. CEL en portugais, c'est un sigle certes,
mais cela signifie également le ciel. Donc, l'éducation, l'équité et l'inclusion, on les retrouve dans chacune des activités que tu viens de nous présenter, dans les 58 espaces que vous avez sur le territoire de la municipalité. También debo agradecer a todos nuestros invitados que se han Merci d'avoir respecté le temps qui vous avait été imparti. Ceci nous donne la possibilité de continuer la discussion et de passer aux questions que vous avez reçues. Peut-être avez-vous également des questions qui vous intéressent ou des points pour lesquels vous aimeriez avoir quelques explications. Nicolas, nous t'avons invité pour que tu poses une question à tout le monde et ensuite nous pouvons reprendre les questions qui nous ont été envoyées tout au long de l'événement, les questions qui viennent de l'auditoire et nous allons voir comment nous pouvons apprendre davantage encore. Nicolas, merci. Oh, quel rôle important. C'est ce qu'on fait généralement lorsque l'on a un élève qui fait un bon travail, auquel on donne maintenant la possibilité d'aller un peu plus loin. On lui demande, voilà, des expériences extrêmement intéressantes qui viennent de nous être présentées. On me demande de poser une question. Moi, j'en ai beaucoup, mais je vais faire une question d'ordre général et si quelqu'un veut la saisir et répondre, qu'il le fasse et ensuite je poserai une question à chacun d'entre vous. Une question d'ordre général qui me vient à l'esprit. Ce sont les défis qui restent ou les éléments qui ne fonctionnent pas comme nous aurions voulu qu'ils fonctionnent. En fait, on apprend également lorsque l'on voit que quelque chose ne fonctionne pas comme on aimerait que cela fonctionne. Donc, qui participe aux initiatives? Est-ce que c'est vraiment les personnes que vous avez visées ou est-ce que vous avez laissé quelqu'un en dehors, à la traîne? Est-ce que les conditions ou la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve un bon nombre de citoyens que vous visez, est-ce que vous les atteignez, est-ce qu'ils participent ou est-ce qu'ils restent en dehors? Et puis, qui décide Est-ce la municipalité, l'instance publique, ou est-ce que vous procédez de façon plus démocratique pour décider des éléments les plus importants qui doivent être traités? Pour Lucas, j'ai une question directe, bien concrète. Jusqu'à quel point y a-t-il dans votre projet une véritable coopération entre des personnes d'un âge ou de formation très différente? Vous avez des musiciens professionnels, vous avez des étudiants en musique et il y a également des familles qui sont confrontées pour la première fois à une activité de ce type. Donc, en fait, vous avez également, je suis sûre, des médiateurs dans le cadre de ce processus. Il s'agit donc d'une coopération entre des personnes extrêmement différentes ou est-ce que vous pensez progresser dans ce sens? Permettez-moi de répondre à votre question. Ou la première question que vous avez posée. Vous avez raison, un des défis auxquels nous sommes confrontés, justement, c'est créer un environnement, d'avoir un espace de rencontre entre les jeunes, des parents et des musiciens professionnels, ou encore des familles auxquelles nous présentons la musique. Et ce n'était pas évident dès le départ. Il a fallu comprendre l'enfant qui rentre chez lui de l'école avec une trompette ou un caisson, donc une caronne,
et explique à ses parents ce que fait cette trompette. C'est donc un premier contact. Et il y a l'aspect émotionnel. This way of how children were enthusiastic about it that helped us to convince parents. Et il faut donc convaincre les parents. Il a fallu convaincre les parents. Et lorsque l'on voit l'enfant sur scène qui présente son concert ou qui participe au concert, eh bien à ce moment-là, il commence à comprendre à quel point c'était important. Et les parents comprennent pourquoi c'est important pour leurs enfants. Un autre défi auquel nous sommes confrontés, c'est que c'est un projet que nous voulons élargir à toutes les écoles publiques dans la ville. Mais pour des raisons d'organisation et des problèmes financiers, nous n'y sommes pas encore. Nous avons un certain nombre d'obstacles auxquels nous sommes confrontés, comme je l'ai dit. C'est un projet exigeant, non seulement du point de vue financier, mais également au niveau de la logistique. Nous élargissons petit à petit, nous en avons 2, nous sommes passés à 4. Nous voulons aller plus loin à l'avenir, certes, mais nous n'avons pas pu élargir ce processus à toutes les écoles primaires d'un seul coup. Il faut y aller à petits pas avant d'arriver à un produit fini. Merci beaucoup, Lucas, pour avoir parlé de 2 sujets tellement importants à la discussion, c'est-à-dire le financement. Bien sûr, nous devons parler de pourquoi nous allons utiliser ces fonds et quel genre de ressources sont envoyées et utilisées pour à ce genre de politique. Alors, merci aussi de souligner la responsabilité des institutions pour le développement continu de ces initiatives. Cela peut être innovateur, mais à un certain moment, cela est la responsabilité de certaines institutions. Alors, tous ces sujets font partie de n'importe quelle politique culturelle et éducatrice qui cherche à transformer. Alors, quant à Alberto, j'aimerais parler des enjeux que nous avons mentionnés au début. J'aimerais te demander sur la capacité réelle de décentralisation. Les coins, les esquinas, sont en marge dans la banlieue, dans la périphérie. Ont-elles vraiment créé de nouveaux centres, de nouveaux points centraux, ou s'agit-il simplement de transférences basiques, alors, ou essentielles? Avez-vous vraiment créé de nouveaux centres pour générer de la culture et de l'éducation, peut-être même aux marges des institutions mêmes? Alors, c'est des questions assez longues. J'essayerai de répondre aux 2 questions. Il me semble qu'il est important de développer les 2 parties. Elles font partie d'une dialectique et j'aimerais bien développer tout cela en respectant les 5 minutes qui me sont octroyées. Alors, premièrement, je travaille d'une certaine manière, une manière qui est très liée à mon passé, à mon éducation, car je suis metteur en scène. Alors, je vois plus ce qui manque que ce qui existe. Et il y a beaucoup qui manque encore. Il manque encore, car pour développer des politiques culturelles, sociales, etc., où nous essayons de travailler et canaliser le pouvoir au-delà des centres, cela signifie beaucoup de travail, de beaucoup de personnes, de toute la société,
en plus de ressources et de fonds publics pour que cela soit possible. Et pour les politiques publiques, nous avons besoin d'argent public. Sans cela, nous n'avons pas de politique. Nous n'avons que des souhaits. Je parle de longues années, ok? Donc, je commence des années 80, de la décennie des années 80. Nous lançons cet espace de décentralisation. Donc, que se passait-il en Uruguay? Les partis politiques étaient divisés, nous avions les forces politiques du parti de Colorado et nous avions un autre parti à Montevideo. Et c'est pour cela que nous avions maintes débats politiques, économiques, etc. Et tout cela se heurtait et entrait en collision. Nous avons changé de gouvernement quelques années plus tard et donc, dans les 3 premiers niveaux de gouvernement, nous avions le même parti. Donc, nous avions le même parti sur les 3 niveaux de gouvernement, d'accord? Cela signifie beaucoup de points en commun politiques. Cela veut dire que les politiques se sont accélérées. Alors, nous avions un mouvement social dans tout le territoire qui était très puissant. Et Montevideo proposait des idées assez utopiques. Qu'est-ce que cela a généré dans le temps? Le développement des politiques publiques, entre autres, except en même temps, nous avons eu une diminution, nous avons eu beaucoup de fatigue et de lassitude de part des femmes, par exemple. Elles, en général, soutiennent les espaces culturels que nous avons mentionnés. En 2019, nous avons eu un changement du premier niveau de gouvernement et beaucoup de variations dans le 2e et 3e niveau de gouvernement dans tout le pays. Que s'est-il passé à Montevideo? Ces points en commun économiques ont souffert de beaucoup de recadrage, un découpage en 20% des fonds destinés. Sommons à cela 1 an et demi de pandémie globale dans le monde, c'est-à-dire une fermeture de l'économie, et beaucoup de secteurs ont souffert une grande chute en Uruguay. Cela a difficulté la prise de décision. De l'autre côté, il y a eu quelque chose d'intéressant. Je ne vais pas que parler du côté négatif. On a eu des espaces. Sacude, par exemple, ou Crece, 2 espaces qui ont été bloqués. Et ces espaces, leur existence se doit au pouvoir des institutions de voisins. Alors, ces 2 espaces nous ont permis d'ouvrir beaucoup d'espaces où la prise de décision se doit aux discussions entre les institutions et la vie sociale. Donc, nous voulons souligner cela et travailler à futur sur ce pilier. Nous pensons et repensons à cela. C'est un point névralgique pour penser à la ville, penser au côté utopique de la ville, le soi-même, l'altérité, etc. Un autre pilier qui est très important, ici en novembre et en décembre, nous arrivons à la conclusion de l'organisation des ateliers. Nous continuerons à offrir ces ateliers. Je vous montrerai la diapo, mais c'est absolument affreux. Nous travaillons avec 100 espaces culturels. Et dans ces 100 espaces culturels à plusieurs niveaux, nous prenons les décisions avec les voisins et les voisines qui gèrent ces espaces culturels. Donc, nous discutons les ateliers car nous comprenons que cela doit exister. Et alors, nous avons des fonds assez limités, mais nous voulons offrir tous ces ateliers.
Nous pensons, ce sont des ateliers transversaux. Donc, il y a beaucoup qui manquent, mais on a déjà pris et on a fait beaucoup d'efforts, on a fait beaucoup de choses. Alors, j'espère avoir respecté mes 5 minutes. Pas trop, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave, car nous comprenons mieux cette réalité si complexe en Uruguay. Et nous comprenons vos défis et aussi ceux qui avancent, ceux qui progressent. D'accord, alors, dans la ligne de ton intervention et dans le sujet du long terme, j'aimerais demander à notre troisième intervenante. Dans le cas du CEU, nous avons une consolidation d'une politique éducative et culturelle il y a plus de 20 ans, d'accord? Dans une ligne cohérente, dans une ligne de travail structurelle. Alors, Rosélie, parle-nous des impacts que votre politique a eus. Quel est l'impact des CEU? Quel est l'impact sur les communautés, sur ces personnes plus vulnérables qui, de l'autre côté, ont beaucoup de capacités, ont beaucoup de valeurs, de connaissances et de savoir à partager. Que s'est-il passé grâce à votre contact, à votre participation depuis les dernières 20 années? Je te demande de respecter les 5 minutes, mais que peux-tu dire de cela? Ça va être très intéressant, j'en suis sûre. C'est vrai que ce n'est pas facile. Je peux dire que, avec cette conception, je vais parler d'un enjeu maintenant. La communauté doit reconnaître l'importance du pilier que nous offrons. Nous offrons un grand changement de comportement. La communauté augmente son esprit critique, car elle a un espace de dialogue. Alors, ce dialogue devient réel dans tous les coins du territoire. Et pourquoi le CEU aide à ça? Dans le CEU, nous avons un espace où plusieurs agents peuvent se communiquer. C'est à ce moment-là que nous parlons de prise de décision. Comment cela impacte le reste de la communauté? Beaucoup de personnes arrivent à trouver de meilleurs emplois. Beaucoup de personnes dans la banlieue arrivent à entrer finalement dans le marché du travail, dans le monde du travail, grâce à ce dialogue. Nous marquons l'accent aussi sur les droits humains. Et grâce à cela, les personnes plus vulnérables arrivent à comprendre leurs droits et arrivent à réclamer leurs droits. C'est sur ce genre de domaine que nous voyons notre impact. Nous pouvons suivre toutes nos actions qui se traduisent en actes concrets. Nous travaillons aussi avec l'orientation. Et nous voyons notre progrès d'année en année. Le CEU entre en contact minimum par jour avec 3000 personnes. Puisque le CEU est territorial, une personne peut migrer d'un endroit à l'autre de São Paulo et ne pas perdre contact avec. Par exemple, parlons des vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, les enfants
nós atendemos no font des CEL das activités dans le crianças CEL. com refeições e todas as atividades Nous avons un calendrier d'activités pendant educacionais. les vacances scolaires. Fora isso, a gente vê Nous a pouvons nous rendre participação da compte de la comunidade participation de la eventos e communauté assembleias, quando são dans ces chamadas moments-là. a questionar e sugerir o seu território. O Nous desafio avons un très é grand grande, défi devant porque nous, muitas car comunidades beaucoup de ainda communautés precisam, ont besoin de comprendre que le CEL não leur é appartient. espaço, Ce n'est pas un espace à part, ce n'est pas un espace num contexto au-delà, por isso que o céu foi criado. c'est leur A gente espace. percebe que a cada momento a gente tem mais e mais Et alunos nous se arrivons, aproximando da questão da cultura, nous avons de da plus en questão plus da d'élèves da questão dans da le voz, CEL. e se tornando Et nous aí, arrivons à né, aider de plus pessoas en que plus exercem de personnes. realmente o seu valor Et nous democrático, a sua faisons, democracia, nous a sua soulignons la cidadania. démocratie, E acima les de valeurs tudo, démocratiques o et CEL aussi tem a leurs droits. concepção de uma palavra única para qualquer que adente. Et le CEL aussi met l'accent sur un seul mot, un mot qui est pourtant essentiel, et cela est le respect. Muchísimas gracias. Très clair, Rosélie, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre réponse. Cela nous aide à mesurer l'impact de votre action. Marina, est-ce que nous avons du temps pour plus de questions? Comment pouvons-nous continuer? Sí, yo creo que vamos Je a dar pense paso a que las nous allons maintenant preguntas répondre del aux público. questions du public. Nous Ahora les las verrons veremos maintenant aparecer sur en l'écran. pantalla. Y seguidamente. Voilà, nous avons Mira, une ya tenemos aquí question una. pour toi. Esta es para ti. En quelle mesure ¿En qué une medida évaluation participée, c'est-à-dire participada, recherche, investigación-acción, action, con los diferentes avec agentes les y différents comunidades, agents es et clave communautés, en la construcción de permet políticas culturales y d'avancer educativas transformadoras y esperanzadoras? dans la construction de politiques culturelles et éducatives et porteuses d'espoir. D'accord, alors je vais essayer de répondre assez vite car il me semble qu'il est essentiel de comprendre que l'évaluation est aussi un droit. C'est pour ça que je posais une question sur cela. L'évaluation est un droit. Il faut connaître les résultats d'une politique publique. Mais cela est un droit des communautés et de la citoyenneté, car ils doivent comprendre ce qui se passe avec ce genre d'intervention et de recherche. D'accord? Alors, je fais confiance au processus. Il me semble que l'évaluation peut être un outil pour mieux nous coordonner entre personnes, départements et communautés qui viennent de mondes différents, mais cela est aussi un défi et peut être source de conflit également, car une évaluation doit avoir un but d'égalité, pas un but de persécuter une communauté ou politique pour lui souligner ce qu'ils ont fait mal. Non, ce qu'ils ont fait de mal. Non. L'évaluation est une manière d'apprendre et d'améliorer. Alors, depuis la confiance et l'équité, c'est-à-dire travail égalitaire, nous pouvons avancer pour voir l'évaluation comme un processus d'amélioration. Cependant, nous devons être responsables et honnêtes politiquement pour créer un espace d'apprentissage et d'évaluation. Merci, Nicolas. Gracias, Nicolás. Y a-t-il d'autres questions de part du public? Sí. Je comprends que cette question est une question pour tous les participants. Quels sont les obstacles que vous avez affrontés dans vos municipalités pour garantir l'accès à la pratique culturelle à toute la citoyenneté et surtout à la population vulnérable? Il me semble qu'on a déjà répondu en partie à la question, mais si quelqu'un veut compléter, s'il vous plaît, soyez bienvenus. Les difficultés que vous avez retrouvées pour planifier des activités culturelles pour la population plus vulnérable.
Bon, d'accord. Je vais me approfondir un peu profundizzo un ce poco que en lo j'avais dicho présenté. en la anterior intervención. Le plus grand problema problème es que las personas con est mayor que les personnes vulnerabilidad en situation de sociocultural son quienes menos se vulnérabilité organizan sont ceux qui para s'organisent poder le acceder a moins esos pour espacios, avoir y un además accès está à con ce ese genre d'espace. pensamiento de que En esta plus, práctica cultural no me pertenece, ce no es genre de para mí, personnes pertenece croient que ce a genre otro d'espace segmento de la población. ne lui Me parece que esa appartient es una pas. gran Donc c'est dificultad un grand que tiene que ver con una enjeu, c'est un mezcla grand con la obstacle combinación, apuntaba Nicolás eso en qui principio, provient de entre plusieurs lo educacional y la sources. cultura, y es Cela est un allá de lo que mélange de leur los éducation et de mecanismos la económicos, las culture. políticas que generen la À long terme, percepción nous avons de que todo es besoin de posible. Eso, politiques evidentemente, en la situación en la que estamos, es qui realmente passent, contracultural. qui portent le message que Necesitaría tout un est possible. trabajo sistemático Ce message de est trabajo contre-culturel. transversal de muchas Et áreas de la cela política, de la toucherait à educación, de plusieurs la domaines qui cultura, doivent travailler ensemble, digamos, de lo social, c'est-à-dire le domaine para poder social dejar, digamos, que eso doit empiece a entender. faire en sorte que les Pensaba gens comprennent que en el tout est video con el que possible. terminó Nicolás, que me Il parece me que es muy semble que Nicolas a montré sintomático de sa la vidéo sociedad en la et que cela vivimos. est un grand symptôme d'où Gandalf nous vivons. Gandalf, es le el que hace que magicien, ese texto transmet tenga le un valeur du valor texte, y la pueda valeur du ser texte, escuchado. pour que ce texte Fue soit interesante écouté porque además par tous. Nicolás lo En plus, presentó como Nicolas alguien emergente. a Y parlé me de parece que cela ahí comme estuvo quelque toda la chose paradoja de lo que d'émergent. él Et habló voilà en le esa paradoxe. contextualización. Il a parlé Habló de de la Ian mujer en McKellen común comme como una quelqu'un persona de emergente. jeune. Si esa carta la Donc, hubiese leído un c'est emergente en c'est las assez redes, drôle. no lo hubiéramos Si quelqu'un escuchado. d'autre Pero le lit, dicho en la voz de Gandalf, tiene un cela est sentido complètement infinitamente más différent que transversal, si más Gandalf social, le lit. derrama, Nous tiene portons otra un autre mirada, tiene regard quand oxígeno de c'est otra manera. Gandalf le Me parece que magicien que ahí lit ce aquellos que texte. trabajamos en la cultura Donc podemos voici la grande enriquecer, influence de o notre sea, aquellos que culture. tenemos un Si nous micrófono avons en un pantalla microphone, y la un posibilidad de écran, ser vistos, nous tenemos avons una l'opportunité responsabilidad d'être social, vus. Nous avons une política para esa responsabilité posibilidad. No se sociale. dice, y eso además se transforma. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait dire quelque chose d'autre? ¿Algo más? Très brièvement, s'il vous plaît. Muy breve. Un par de minutos. So Je voulais just one thing, juste because what we rajouter are struggling, especially here in Poland, is this lack of quelque understanding chose. that I see that Nous parlons d'un manque de compréhension dans la population en général. Et nous faisons la différence entre la culture légitime, la contre-culture, la culture élevée. Nicolas a aussi parlé des activités comme le sport ou la cuisine, comme nous l'avons vu à São Paulo. Ici en Pologne, nous ne pensons pas comme ça. Nous le voyons dans la structure des municipalités. La culture est complètement séparée, par exemple la culture musicale de l'éducation. Alors, quand nous faisons cette combinaison entre la culture et l'éducation, cela n'est pas si facile. On a vraiment besoin de le construire, de travailler. On a besoin de lier tous les départements et tous les parties prenantes pour qu'elles comprennent vraiment que ces deux univers, en fait, avancent ensemble. Alors, j'admire vraiment tous les projets dans vos villes, dans vos pays. Nous voulons suivre ce genre d'initiative. Mais nous avons encore beaucoup à faire. Merci. Merci beaucoup pour cette appréciation. Alors, Rosélie, voulez-vous dire quelque chose rapidement? Quero dizer que, além da cultura, alors, nous devons souligner la culture. Cela est essentiel pour la communauté. La communauté n'est pas encore habituée aux activités culturelles. Cela doit être construit. Nous avons besoin d'un éventail d'opportunités à présenter auprès de la communauté. Cette communauté va participer et peu à peu, les choses vont avancer. Quand nous parlons du céu, quand nous parlons de culture, nous parlons de l'être humain.
e tentamos atingir todas as de l'être humain dimensões. dans toutes ses E uma dimensions. delas é se enxergar enquanto cidadão Et l'une des participante. dimensions de l'être humain est de devenir un Isso citoyen a gente participatif. consegue através Cela se fait de desse différentes formas manières de et se présente de apresentar différentes essa manières. cultura, né? De diferentes Grâce à de différents espaces physiques percorra. pour Com que certeza, les personnes puissent s'apercevoir de leur pouvoir. nós teremos de retorno uma Grâce à população cela, muito nous mais aurons une crítica, population muito mais beaucoup plus pertencente critique. ao lugar. Merci. Pues, Merci muchísimas beaucoup gracias a todos nuestros invitados. pour Muchísimas cette gracias por la conférence. conferencia, Merci por pour este ce diálogo dialogue tan si interesante. intéressant Realmente deseo que haya sido et de à nos rapporteurs. inspiración J'espère que toutes para les todas las villes ciudades que han qui y ont participado, deseo que participé mañana soient lleven a inspirées cabo et muchas que actividades demain, culturales en sus ciudades, que ese es el objetivo que tenemos elles con esta organiseront celebración. beaucoup d'activités culturelles. Je Bueno, yo agradecer voudrais a nuestros remercier invitados nos que no solo rapporteurs, nos nos han invités. explicado Ils lo nous que ont están llevando a expliqué cabo, nos han pas explicado seulement también, han tenido la leurs generosidad de projets, mais explicarnos aussi cuáles leurs son obstacles, sus leurs dificultades. difficultés. Mm, L'importance de la claro la importancia de la transversalité a transversalidad, été la importancia de la illuminée, proximidad l'importance de la hacia la citoyenneté ciudadanía. également. Y también Et aussi, en dans algunas quelques intervenciones ha présentations, quedado claro nous que avons nuestras vu que iniciativas son siempre nos mejores si las initiatives hacemos peuvent escuchando, toujours être colaborando, améliorées si elles construyéndolas se font en con conjonction. la ciudadanía. Alors, Pues je nada, voulais no me juste queda nada dire más decir que ces realmente expériences nous estas aident experiencias nos énormément ayudan à a reforzar renforcer nos nuestras démocraties, democracias, à a croître, crecer como à nous personas épanouir y comme como communauté et comme colectividades. personnes. Les deseo Je vous souhaite una buena celebración une de excellente villes internacionales célébration en demain. ciudades y Et s'il vous plaît, téngannos al corriente de lo mettez-nous que à hagan. Estamos jour seguros sur vos de projets. que Je suis podemos sûre seguir que nous aprendiendo unos de pouvons otros y que estas apprendre de celebraciones nos manière ayuden a réciproque. avanzar. Merci beaucoup à nos Gracias a todos invités nuestros et invitados y hasta muy on se pronto. verra bientôt. Merci Seguimos beaucoup. en contacto.